travaillais à l'époque comme chargé de mission au musée du Louvre et j'avais en charge la restauration des différents papyrus grecs qui étaient conservés au département des antiquités égyptiennes. Et il s'est trouvé qu'il y avait cette petite boîte en fer blanc, comme une boîte à biscuits, et qui contenait beaucoup de choses, des papyrus, mais aussi différents petits objets qui avaient été trouvés certainement en vrac sur un chantier de fouilles. Donc un bout de journal, un bout de cigare. C'était un peu la poubelle quand même, il faut être honnête. La restauratrice en chef a dit « Oh, mais regarde ces papyrus, il y en a un quand même qui n'est pas comme les autres. » Le papyrus, donc c'est une plante, c'est de la fibre, et quand cette fibre sèche, elle devient cassante. Donc comme le papyrus a été plié pendant parfois 2000 ans, il est impossible de l'ouvrir sans le casser si on ne travaille pas la matière. Donc on va humidifier le papyrus de manière la moins violente possible. Parfois on fait un travail fibre à fibre, on doit aplatir une à une toutes les fibres qui ont été repliées. Chaque fibre peut cacher une lettre, donc on a intérêt à toujours déplier avec soin. Le papyrus avait quelque chose de différent parce que d'abord il avait des lignes serrées les unes contre les autres et puis des lignes beaucoup plus espacées à intervalles réguliers, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et entre ces lignes plus espacées, je voyais des lettres comme ça écrites à différents endroits sans que ça fasse un mot. Et là je me suis dit c'est un problème parce que c'est quoi? C'est un système d'abréviation? Enfin, qu'est-ce que ça peut être? Donc j'ai fait une photographie du papyrus. J'ai dit à mon directeur, voilà le papyrus que j'ai trouvé. C'est surprenant, mais voilà ce qu'on lit. Qu'est-ce que vous croyez que ça peut être ces signes? Il me dit, mais je ne sais pas. Et d'un seul coup, je lui dis, mais est-ce que vous croyez que ça peut être de la musique? Toutes les civilisations, même les plus anciennes, ont été baignées de musique. Une riche iconographie en témoigne, des temples égyptiens aux cités grecques, jusqu'aux confins de l'Empire romain. Musiciens sculptés dans la pierre, peints sur des vases, ils se répondent d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Parfois même, leurs instruments sont parvenus jusqu'à nous dans des états de conservation remarquables, comme ce tambour égyptien du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais que sait-on de la place de la musique dans les sociétés antiques? Et quelle était la nature de ces œuvres qui bouleversaient nos ancêtres? Nombre de scientifiques et de chercheurs, utilisant parfois les technologies les plus actuelles, tentent de redonner vie à ces paysages sonores disparus. Ces archéologues de la musique sont à la recherche des échos de l'Antiquité. La découverte du papyrus du Louvre est le début d'une aventure scientifique exceptionnelle. Son décryptage est tout naturellement confié à Annie Bélis, l'une des plus grandes figures mondiales de l'archéologie musicale. Philologue, papyrologue et musicienne, elle a voué sa vie à la redécouverte de la musique de l'Antiquité grecque. Elle partage ses découvertes avec le musicologue Damien Guédon. Capron m'a téléphoné et il me dit, je crois qu'il y a de la musique, il n'en était pas sûr. Et j'accours. Et je dis, bingo, c'est une partition. Annie Bélis confirme l'intuition de Laurent Capron. Les signes étranges au-dessus du texte grec sont bien des notes de musique, mais écrites dans un système qui n'a rien à voir avec le nôtre. Une grande mélopée, ça. Une écriture sublime. Et c'est la même main qui trace et les signes et le texte. Incroyable. Premier papyrus musical en France, grec. Oui. Extraordinaire. Je suis contente d'avoir vu ça de mon vivant. L'émotion d'Annie Bélis est compréhensible. Si l'on songe qu'à ce jour, à peine plus d'une soixantaine de partitions grecques sont parvenues jusqu'à nous, le plus souvent dans des états très fragmentaires. Mais ces partitions si rares peuvent-elles être déchiffrées? Le système de notation musicale grecque se révèle être d'une complexité vertigineuse. C'est pas comme nous, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est une combinatoire de 1687 signes. La grande différence qui est aussi avec notre système, c'est que les Grecs font la différence entre la notation vocale, donc pour la musique chantée,
Et la notation instrumentale, donc pour une musique exclusivement jouée par des instruments. Et les Grecs ont développé une panoplie de signes spécifiques à chacune de ces deux notations. Ce système si complexe serait resté un mystère si l'on n'avait pas disposé d'un traité antique, transmis par les moines copistes du Moyen-Âge. Signé par un personnage dont on ne connaît que le nom, Alypios, ces tables fournissent le nom de chacune des notes de musique, de la plus basse à la plus haute. Et pour chaque note, Alypios donne le signe correspondant à la notation vocale sur la colonne de gauche et celui de la notation instrumentale sur la colonne de droite. Sylvain Perrault a établi une transcription des tables d'Alypios, sous forme de tableurs, qui simplifie le travail de déchiffrement, même si le nombre de signes et leur combinaison restent considérables. Ce système de notation, c'est une manière de penser les sons, donc de penser l'espace sonore et de le rationaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous où on a conçu un système qui permet de jouer la musique quand on la voit sous les yeux. C'est d'abord un système de notation donc pour consigner par écrit une musique qui était essentiellement transmise par oral. Donc, une des fonctions de cette notation est avant tout de faire rentrer les textes musicaux grecs dans des archives. Grâce à ce système, certaines pièces musicales ont été sauvées de l'oubli. Et elles peuvent aujourd'hui être déchiffrées par les chercheurs. Découverte à la fin du XIXe siècle dans la Turquie actuelle, cette petite stèle est la première source de musique grecque jamais mise au jour. Datée du IIe siècle après Jésus-Christ, elle devait marquer l'emplacement d'une tombe. L'auteur, un certain Saïkilos, le Sicilien, nous a livré une épitaphe dédiée à un membre de sa famille. Au-dessus du texte grec, les archéomusicologues ont pu identifier des signes de notation vocale et les retrouver dans les tables d'Alypios, ce qui a permis de les retranscrire dans notre système de notation actuel et de redonner vie à ce que les chercheurs appellent la plus vieille chanson du monde. Προς ολίγον αισθητός το τέλος ο χρόνος απάιτε. Το τραγούδι του Σικίλου είναι ένα επικούριο απόφθεγμα, αν θέλετε, που μας λέει όσο ζεις, να χαίρεσαι τη ζωή σου, γιατί η ζωή είναι μικρή, ο χρόνος είναι λίγος και το τέλος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί. À Delphes, centre géographique du monde pour les Grecs, Apollon, le dieu de la musique, avait l'un de ses plus grands sanctuaires. C'est là qu'en 1893, quelques années après la découverte de la stèle de Saïkilos, une équipe d'archéologues français a mis au jour un trésor, aussitôt consigné dans leur cahier de fouilles. Sur le mur du bâtiment consacré par les Athéniens à Apollon, des hymnes étaient gravés. Aujourd'hui déposées et conservées au musée de Delphes, ce sont les partitions, instrumentales et vocales, les plus longues que l'Antiquité grecque nous ait léguées. Une inscription découverte sur le temple a permis de les dater avec précision. Alors ces deux hymnes, en fait, ils ont été interprétés en 128 avant Jésus-Christ par une quarantaine de chanteurs et puis une dizaine d'instrumentistes. Donc c'était vraiment une manifestation très importante d'apparat. C'est une procession que les Athéniens font depuis Athènes jusqu'à Delphes. Et donc en 128, cette procession a particulièrement d'éclat puisqu'on a beaucoup de chanteurs, des musiciens, et on interprète ces deux hymnes qui par la suite ont été gravés comme un don au dieu, une consécration au dieu Apollon. Essentielle dans la pratique religieuse, la musique baignait le moindre aspect de la vie hellénique. Elle était un marqueur culturel aussi puissant que la langue,
et à ce titre, elle était enseignée aux enfants, comme les lettres ou les mathématiques. Mais quelle était la nature du papyrus du Louvre? Si la partie musicale, grâce aux tables d'Alypios, a révélé une notation vocale assez lisible, le déchiffrement du texte grec qui l'accompagne s'apparente au décodage d'un message secret. Le texte est très parcellaire, car le papyrus est criblé de trous et de déchirures dues à l'usage du temps. Alors, on a un papyrus, magnifiquement écrit. Il y a de la musique, il y a du texte. Qu'est-ce que c'est? Ça parle de quoi? Il n'y a aucune inscription qui indique ce que c'est, l'auteur, rien. Il faut qu'on trouve les indices à l'intérieur. Moi, je cherche d'abord les noms propres. Je lis Glauquet. Glauquet. Il faut que j'ai mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? Il y a ça, mais, Dei. S'il y a Glauquet, ça va bien avec Médéia. J'ai deux noms propres. Glauquet, c'est la fille du roi de Corinthe. Maintenant, il y a des bouts de lettres partis, mais je lis ici. I. Ya. Un tout petit O sonne. C'est Jason. Eh ben ça y est, c'est une Médée. Ce fragment de papyrus contient donc les traces d'une célèbre tragédie grecque. Selon la tradition rapportée par Euripide au 5e siècle avant Jésus-Christ, Médée est une puissante magicienne. Tombée éperdument amoureuse de Jason, elle l'aide à voler la toison d'or et tue pour lui tous ceux qui se mettent sur sa route. Jason lui donne 2 enfants, mais la répudie au profit de Glauquet, la fille du roi de Corinthe. Médée tue alors sa rivale et va jusqu'à assassiner ses propres enfants pour punir leur père, Jason. Mais la version de Médée découverte au Louvre se révèle très différente. Médée jure sur le nom de la déesse Hécate qu'elle n'a pas tué ses enfants. Pour les soustraire à Jason, elle les a cachés chez une nourrice. Qu'est-ce que le papyrus apporte à la mythologie, la légende de Médée? C'est une révolution, c'est tout simple. C'est le contraire de l'image même mentale qu'on se fait toujours encore maintenant. C'est l'infanticide par excellence, Médée. Ah oui, mais là, elle est parfaitement innocente. Mais il faut l'oser, hein. Une Médée innocente. Cette audacieuse Médée devait se donner dans un théâtre, une invention révolutionnaire du monde grec pour accueillir des représentations dramatiques et musicales devant un large public. Les nombreux vestiges de ces édifices tout autour de la Méditerranée, dont certains pouvaient accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs, témoignent de l'engouement des foules pour ces spectacles. De la tragédie à la comédie, les chanteurs, qui sont des professionnels aguerris, y tenaient une place centrale. C'est des athlètes de la voix, parce que c'est vraiment difficile à chanter. Et ça va aussi bas qu'on peut et on monte aussi haut qu'on peut, avec des exigences de diction, de respiration. Υπάρχουν μαρτυρίες μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία μερικών σημαντικών φωνητικών ασκήσεων. Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο καθηγητής είναι το εξής. Βάζει σε μία θέση το μαθητή και του λέει να αναπνεύσει όσο πιο πολύ ποσότητα αέρα μπορεί. Μετά, αφού κρατά τον αέρα μέσα του, τον δένει γύρω-γύρω με μία ταινία και του λέει να κρατήσει την αναπνοή όσο πολύ μπορεί, ενώ αυτός του σφίγγει την ταινία που δέχεται τον αέρα. Δηλαδή μεγεθύνει στο δοχείο του αέρα, εφόσον η φωνή είναι αέρας ουσιαστικά και στη φιλοσοφία την αρχαία θεωρείται αέρας. Sur cette céramique, comme dans presque toute l'iconographie grecque, le chanteur est représenté la tête tournée vers le ciel, comme offrant son chant aux dieux. Mais qui chantait la Médée découverte au Louvre? Et qui l'a composée? Des analyses au carbone 14 ont permis de dater le papyrus du IIe siècle après Jésus-Christ. L'auteur semble donc avoir vécu à cette époque ou quelque peu avant. Mais les recherches d'Annie Bélis vont bouleverser cette hypothèse. Si cela est véritable. Et je cherche des auteurs d'une Médée. Et je tombe à Rhétorique d'Aristote, livre 2.
Par exemple, dans la Médée de Carcinos, ses accusateurs prétendent qu'elle a tué ses enfants, qu'on ne voit nulle part. Médée avait en effet commis l'erreur de les faire partir. Mais attends, c'est exactement ça. Ce sont exactement les 2 premiers vers de mon papyrus. On est certain maintenant que c'est de Carcinos. Mais qui est ce Carcinos, si célèbre dans la Grèce antique, qu'il est cité par Aristote ? Annibélis retrouve son nom au détour d'un des 30 000 articles de la Souda, un dictionnaire encyclopédique sur le monde grec datant du Xe siècle après Jésus-Christ. Le nom de Carcinos y apparaît comme le vainqueur d'un concours de tragédie à Athènes, en 375 avant Jésus-Christ. Ce papyrus date du IIe siècle de notre ère. Exact. Et ça a été écrit au IVe siècle avant notre ère. Ça prouve qu'il a été copié et recopié et recopié. Il n'y a aucun pendant doute sur la... siècles. Ouais. Oui. En fait, c'est un cahier de musicien pour archives. Toi qui es chef d'orchestre et musicien, tu sais bien à quel point on modifie sans le vouloir une partition qu'on sait par cœur. C'est son répertoire. Comme le patrimoine musical est monstrueux, on en garde un florilège. Et le feuillet, le Carcinos, c'est ça. Donc les plus grands airs. Et c'est bon pour faire des concours. Ουσιαστικά, πρόκειται για διεθνείς διαγωνισμούς. Λαμβάνουν μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς μουσική από όλο τον ελληνόφωνο χώρο. Είναι κάτι σαν τουρνουά τένις. Δηλαδή, σε κάθε τουρνουά βλέπεις τους πρώτους των πρώτων, την αφρόκρεμα, να συναγωνίζεται. L'iconographie a conservé la trace de ces concours de chant et de musique. Ici, l'interprète prend place sur le podium, entouré des juges, reconnaissables à leur bâton. Και πολλές φορές οι νικητές των διαγωνισμών αυτών αποκτούσαν προνόμια πολιτικά. Δηλαδή, την ατέλεια, δεν πλήρωναν φόρους ή μπορεί να δικαιούνταν δωρεάν τροφή από το κράτος για ένα χρόνο, τη χρονιά δηλαδή που είχαν νικήσει. Επίσης, από ένα σημείο και έπειτα έπαιρναν τεράστια χρηματικά ποσά. Έχει αποκτήσει δηλαδή τη φήμη του πολύ καλού τραγουδιστή. Έχει και μάνατζερ, έχει δηλαδή ιμπρεσάριους οι οποίοι τον στέλνουν για να κάνει ρεσιτάλ σε διάφορες πόλεις. Le site de Delphes accueillait l'un des concours les plus prestigieux du monde hellénique, où chanteurs et musiciens se succédaient. Sylvain Perrault a étudié des inscriptions du IIe siècle avant Jésus-Christ qui honorent certains de ces artistes vedettes. Il partage ses découvertes avec Konstantinos Melidis. Il faut quand même que je te parle d'un grand musicien qui est passé à Delphes. Alors il s'appelle Satyros, il venait de l'île de Samos, donc il a fait tout le trajet, sans doute par bateau, pour venir jusqu'ici. Et l'inscription qui portait sa statue, en fait, raconte qu'il s'est présenté au concours des Pythia, donc le grand concours de Delphes. Et il était soliste à Lolos et en fait, il s'est présenté sans concurrent. Ça veut dire qu'ils ont tous déclaré forfait dès qu'ils ont su que Satyros de Samos arrivait. L'archéomusicologue autrichien Stefan Hagel nous donne ici une interprétation du chant de Seikilos à Loulos, cette double flûte emblématique du monde grec. Der Aulos ist unabdingbar für den gesamten Sakralbereich, vom Trankopfer in der häuslichen Zeremonie bis zum staatlichen Opfer. Es gibt keine Theateraufführung, keinen Chor, ohne dass der Aulos dazu spielt. Und daneben auch für private Hochzeiten, für das klassische Bankett. Also haben wir letztlich vom hochrangigen Starmusiker bis herunter zur Sklavin, die Unterhaltung und gleichzeitig sexuelle Dienste beim Bankett anbietet, das gesamte Spektrum der sozialen Schichten durchgehend. Si les instruments de musique peuplent l'iconographie et la mythologie grecque, rares sont les vestiges matériels parvenus jusqu'à nous. Quelques fragments d'Aulos, en os et en bronze,
retrouvée à Delphes, et à Athènes, dans une tombe datée du 5e siècle avant Jésus-Christ, les restes très abîmés d'une lyre, dont la caisse de résonance était une carapace de tortue. Une harpe triangulaire, dont il reste des éléments en bois et quelques traces de cuir. Et enfin, un holos, lui aussi en bois. Mais comment, à partir de ces rares vestiges, est-il possible de connaître les sons que produisaient ces instruments ? C'est à Vienne qu'une partie de ces questions trouve des réponses. Nous y retrouvons Stefan Hegel, qui travaille depuis plusieurs années sur les holoi, à la recherche des sonorités antiques. Il a conçu et développé un logiciel qui l'aide à reconstituer en 3D la forme originelle de l'holos et à déterminer ses caractéristiques sonores. We have the instruments, but we are missing the mouthpiece. The reed, we don't know how long it should be. How to get an estimate of the reed length, because everything else will depend on the length of the reed. So with this computer program I have written, we have a very schematic representation of the two instruments, and then behind it an algorithm which calculates how the vibration inside the instruments would generate a particular pitch. Everything works together, the open finger holes, the closed finger holes, the reed, the length of the reed, the width of the tube. The computer has found a particular solution. What is surprising is that these mouthpieces are very, very long. They're much longer than what we are accustomed to find in later instruments. Look at this vase painting from the classical period itself. And what is shown here, and it has always been misunderstood. It's a well-known painting, but people have thought that we have the pipe, then we have the typical bulb of the holos, and then we have kind of another bulb, and then the mouthpiece insert. No, what this actually is, I overlay this with the reconstruction of the Paestum holos, then we have exactly the tube, then this length of bulb plus the part where the reed goes into, and then the rest is exactly the reed, and that's an ancient reed. Les recherches de Stefan Hegel permettent une meilleure compréhension technique de l'holos et de ses sonorités. Un miracle compte tenu du peu de vestiges d'instruments retrouvés en Grèce. C'est un pas de plus franchi par l'archéologie musicale. Depuis la Renaissance, les seules sources sur la musique antique dont disposaient les musicologues étaient l'iconographie et les textes grecs et latins. Ils s'inscrivaient donc dans cet héritage classique. Pour eux, les Grecs avaient inventé la musique. Mais avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte, à la fin du XVIIIe siècle, les savants découvrent avec stupéfaction les innombrables représentations de musiciens et d'instruments qui ornent les murs des temples et des tombes. À travers leurs dessins, ils apportent un premier témoignage de l'incroyable richesse musicale de la terre des pharaons. Un monde nouveau s'ouvre alors pour les archéomusicologues. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux de la chercheuse Sybille Emery, que les anciens Égyptiens avaient une conception de l'art musical très différente de celle des Grecs. Le mot même de musique dans l'Égypte ancienne n'existe pas. Ils utilisaient plutôt un autre terme, qui est le terme rérou, qui à la fois veut dire la voix, le son, le bruit, et qui va désigner tous les types de sons. Ils vont considérer qu'il y a des sons agréables et des sons désagréables. On ne rentre pas dans une relation d'une musique qui serait opposée à une cacophonie, mais au contraire à un bruit qui est associé à la vie, au monde sonore, et au silence, qui est quelque chose qui est associé à la mort. C'est pour combattre ce silence que les Égyptiens déposaient parfois des instruments de musique dans leurs tombes. Et le climat sec de la vallée du Nil, contrairement au climat tempéré de la Grèce, a permis de retrouver ces vestiges en parfait état de conservation, bien qu'ils soient fabriqués dans des matériaux périssables, comme le bois ou le cuir. Cette harpe égyptienne, qui semble étonnamment bien préservée,
fait l'objet des dernières recherches menées par les archéomusicologues. Cette harpe, elle fascine toujours aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on peut en jouer. Depuis qu'elle est rentrée au Louvre, donc au début du 19e siècle, elle a forcément été restaurée aussi à de nombreuses reprises, à tel point que je me posais la question, est-ce que vraiment toutes les parties étaient anciennes? Et en particulier, j'avais un doute par rapport aux manches de cette harpe, puisque à l'œil nu, le bois paraît très moderne. Pour répondre à cette question, une étude de datation par carbone 14 a été demandée à Anita Quiles, responsable du laboratoire d'archéométrie de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. En fait, tous les organismes vivants, pendant leur vivant, échangent avec le milieu dans lequel ils vivent et donc ont une certaine teneur en ce qu'on appelle du carbone 14, qui est un isotope du carbone qui est radioactif. Lorsqu'un organisme meurt, puisqu'il n'échange plus avec le milieu dans lequel il est, la quantité de carbone 14 qu'il a va décroître doucement au cours du temps. Et si on est capable d'évaluer la quantité de carbone 14 qu'il y a dans un organisme mort, on peut en déduire le temps qui s'est écoulé depuis la mort de cet organisme. Donc dans le cas de ces instruments, on va par exemple dater des bois. Et ce que l'on va dater, c'est la mort du bois qui a été utilisé pour la fabrication de la harpe. On va dater des peaux, qui vont nous dire depuis quand les animaux dont on a pris la peau sont morts. Et donc c'est en fait par cette association d'éléments constitutifs de l'instrument qu'on va pouvoir petit à petit restituer l'histoire dans le temps de la fabrication de l'instrument. Les résultats de l'analyse ont déterminé que si les cordes dataient du 19e siècle, le reste de l'instrument, lui, était bien de l'époque antique. Donc cette harpe, on sait aujourd'hui qu'elle date à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est quand même incroyable. Et un instrument de musique, c'est une machine, c'est un objet particulier, c'est quelque chose qui doit produire un son, donc il y a des tensions mécaniques, des cordes, et évidemment, on ne peut pas jouer sur les instruments anciens, ils sont trop fragiles. Pour entendre l'instrument résonner tel que les Égyptiens l'entendaient il y a près de 3000 ans, Sybille Emery se tourne vers les ressources de l'archéologie expérimentale. Elle fait appel à la luthière berlinoise Susanna Schulz pour tenter de faire une copie de la harpe du Louvre. Cette reconstruction doit aussi permettre de mieux comprendre comment la harpe était fabriquée et ainsi révéler les secrets de l'artisanat antique. I can try to make it, and I have to think about how to hollow the body. It's a very deep body, so maybe you it's need X-ray to have an idea of. yeah, that would be nice. We can analyze everything what is inside, and can maybe find also some hidden traces of some nails or some ancient repair jobs. Les analyses faites au Louvre ont montré que la harpe a été fabriquée à l'aide de 4 espèces de bois différentes, choisies en fonction de leur résistance ou de leur légèreté, et qui proviennent parfois de régions très éloignées. Figuier sycomore pour la caisse, cheville en jujubier, manche en pin maritime et cordier en cèdre du Liban. À partir d'essences de bois aux propriétés similaires, et sous les mains expertes de Susanna Schulz, la harpe commence à reprendre vie. Une harpe qu'on retrouve sur certaines représentations où le musicien joue pour Pharaon. La documentation sur la musique dans l'Égypte ancienne montre surtout que c'est un art qui était fait pour les dieux et pour le roi. Il n'y a pas de lieu de spectacle. Les musiciens ne se produisent pas sur une scène. On pourrait presque dire que ce sont des fonctionnaires. L'objectif, c'est que le rite soit accompli comme il faut. C'est que dans telle cérémonie, on a besoin de musiciens. C'est qu'on mette en scène énormément de musiciens pour montrer la force et le pouvoir du roi. Ah, bass. Good. Sybille Emery s'interroge sur la manière dont les cordes sont fixées. Grâce aux radiographies réalisées sur la harpe, Susanna lui explique l'ingéniosité des luthiers égyptiens qui fixaient un cordier sous la peau entourant la caisse de résonance. C'est ainsi que les cordes étaient ensuite maintenues. Mesdames, messieurs. Mais si la technique des luthiers s'éclaire,
Les archéomusicologues ignorent encore quelle musique était jouée avec l'instrument. À ce jour, on n'a trouvé aucun document attestant de l'utilisation d'une notation musicale dans l'Égypte ancienne. Donc certainement la musique qui était transmise oralement. Donc on a peu de traces d'écoles de musique en Égypte, très peu d'informations. Mais par contre, les biographies des musiciens montrent que généralement le fils reprend le métier du père, donc une transmission au sein de la sphère familiale. So, okay. Amazing. These look very similar. La copie de la harpe du Louvre terminée, Sybille fait appel à Yannick Essono Ndong. Ce harpiste gabonais utilise des instruments qui ont une parenté avec la harpe égyptienne. Alors, c'est qui? Il peut donc mettre son expertise au service des questions qui demeurent quant à l'utilisation de cet objet antique, à commencer par la fixation des cordes et leur accordage. C'est mieux. Yannick, spontanément, débute l'opération en retournant la harpe. Ça me permet, ça montre que quand on la réglait, il fallait mettre de la force. On avait besoin de force. Oui. C'est pour ça qu'on a besoin de cette attache-là et cette position pour bien la tenir dans les bras. Donc je pense qu'elle était vraiment très tirée. C'est mon avis, qu'elle était très tirée. Et parce qu'on la tirait bien, qu'elle permettait aussi de rester pendant des heures et des heures en jouant sans se désaccorder. Ce même bois-là, il a en même temps le manche de la harpe, mais également de soutien pour bien attraper la harpe quand on la joue debout. D'accord. Donc ça veut dire que quand le harpiste se lève, et donc ça permet de maintenir bien au niveau du corps. D'accord. Et donc cette main-là, la main gauche, elle sert pour faire l'accompagnement. Oui, donc tu veux dire qu'avec la main gauche, tu joues que les premières cordes. Oui. D'accord. Et la main droite, elle sert de faire les mélodies. Si la musique était jouée à la cour des pharaons, elle avait avant tout, comme en Grèce, une fonction religieuse. À Dendera, au nord de Luxor, se trouve le plus grand temple dédié à Hathor, la déesse égyptienne de la musique, de la danse, de la joie et de l'ivresse. La musique y occupait une place centrale. La première fois que je suis rentrée dans le vestibule du temple d'Hathor, dans cette salle à colonnes, j'ai eu une sensation physique du son. C'est une salle qui est très particulière, qui résonne quand on parle. Et ce qui est tout de suite frappant, effectivement, c'est ces colonnes qui sont très nombreuses. On est dans une forêt de colonnes qui représente la déesse elle-même. On voit son visage qui nous regarde. C'est une déesse universelle qui regarde dans toutes les directions. Et ça représente le sistre égyptien. Instrument majeur dans le culte de la déesse, le sistre est une sorte de hochet qu'on agite et dont le son déclenche l'efficacité rituelle. Il a pour fonction d'attirer l'attention d'Hathor, de la réjouir et d'apaiser son courroux. L'apaisement de la déesse permet la crue du Nil et donc le retour de la vie sur la terre désertique d'Égypte. Je vois cette femme qui joue du tambourin, je vois un homme qui joue du luth, une autre harpiste, encore des joueuses de sistre. Mon regard continue, je vois encore une autre colonne et je vois encore un harpiste. Ils ont vraiment cherché à inscrire dans la pierre les fêtes, que les fêtes continuent, que les musiciens sont là, ils sont toujours là pour accueillir Hathor. L'art égyptien, on dit qu'il est performatif, c'est-à-dire que c'est pas juste du décor en fait. À partir du moment où on représente quelque chose, c'est vivant. Donc finalement, ce temple, il continue à fonctionner encore aujourd'hui.
Donc le temple égyptien, c'est un espace qui était complètement fermé au public. Personne n'y pénètre. C'est la création du monde qui se joue là, qu'il faut maintenir quotidiennement. Et je me suis toujours posé la question de comment les anciens Égyptiens, qui n'accédaient pas à la divinité puisqu'elle est à l'intérieur du sanctuaire, pouvaient rentrer en contact avec elle. Et là, je m'aperçois qu'on a des ouvertures qui laissent rentrer le soleil et que le son que je prononce, peut-être qu'il pouvait s'entendre de l'extérieur. D'autant plus, il y a des tambours, il y a des harpes, il y a des luttes, il y a des sistres. Donc on peut imaginer tout ce son qui se développait dans cet espace, qui rencontre ces colonnes. Et je me suis dit, mais si les anciens Égyptiens n'avaient pas de connaissance de l'acoustique, est-ce qu'au moins d'un point de vue empirique, ils n'ont pas cherché à faire participer la foule extérieure à ce qui se passait à l'intérieur? Pour répondre à cette interrogation, Sybille Emery mène pour la première fois une étude archéo-acoustique d'un temple égyptien. Elle fait appel à l'acousticien Olivier Varousfel, qui a installé des micros à l'intérieur et à l'extérieur du temple d'Hathor pour évaluer l'intensité sonore perceptible dans ces différents endroits. Donc ça, c'est le bruit d'origine. Puis si je te mets dans le pronaos. D'accord. Voilà. Ah oui. On avance, voilà, c'est à peu près ici. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a aussi entendu de l'extérieur. On va se déplacer en M16. Ici, donc voilà, là du coup on n'a plus de son direct, on a le son à travers le plafond, puis grâce aux grandes ouvertures. On entend parfaitement. Hein. Mais on entend très bien et on entend un petit écho de l'extérieur. Bon, bah, ça confirme alors. Ouais. Et je commençais à m'intéresser à d'autres monuments de la même époque qui sont beaucoup plus petits en taille, mais qui présentent les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'on retrouve des musiciens sur les colonnes et on retrouve des structures semi-ouvertes, donc ils peuvent laisser rentrer la lumière du jour et évidemment, ils laissent sortir le son qui est produit à l'intérieur. Donc il y a une vraie recherche à l'époque, c'est pas le hasard. Il y a une vraie recherche, je peux pas dire qu'ils connaissaient l'acoustique, mais enfin en tous les cas, par rapport à l'appréhension, la manière d'approcher le divin, il tenait compte de cette population qui voulait participer en lui permettant d'écouter ce qui se passait. L'Empire romain, profondément influencé par les grandes civilisations qui l'ont précédé, devient au fil de ses conquêtes le réceptacle de tous les mondes sonores de la Méditerranée. L'archéomusicologue Christophe Vendry, spécialiste du site de Pompéi, emmène Sybille Emery à la découverte des vestiges de ses influences, et notamment de celles du monde égyptien. Mais en fait, tu es en train de me dire qu'il y a un temple d'Isis à Pompéi. À le regarder comme ça, je ne trouve pas qu'il ressemble à un temple égyptien. Comment on sait que c'est un temple isiaque? Il faut savoir qu'à l'origine, tous les murs intérieurs étaient couverts de fresques montrant la procession des prêtres égyptiens. Ces peintures murales, aujourd'hui visibles au musée de Naples, témoignent de l'importance de la musique égyptienne au cœur du monde romain, qui est aussi attestée par certains instruments retrouvés à Pompéi. On a trouvé beaucoup de sistres, on sait qu'ils servaient à la procession, cet objet sonore. Il y avait véritablement une circulation des instruments dans l'Empire romain et un brassage. À Pompéi, d'autres vestiges révèlent l'influence musicale considérable d'un autre monde, le monde grec. On y trouve notamment 2 théâtres, dont un odéon, où se produisaient musiciens et chanteurs. Ce sont des spectacles de type grec, c'est de la musique essentiellement, de la poésie, pas plus de 900 personnes sans doute dans ce petit théâtre. Et surtout une acoustique meilleure puisqu'il y avait un toit en bois qui permettait de renvoyer le son. Et c'est donc un type de monument qui témoigne de l'influence grecque à Pompéi. Dans la luxueuse villa du Ménandre, les fresques sont directement inspirées de la mythologie grecque et de l'Iliade notamment. L'épisode du cheval de Troie y est représenté au son d'un joueur d'aulos. D'ailleurs, dans un autre lieu de la cité,
on a découvert des oloi parfaitement conservés. Chez les Romains, l'instrument change de nom. C'est une tibia, et son interprète n'est plus un aulette, mais un tibicène. Mais la tibia est plus qu'un olos grec. L'instrument a été amélioré au fil des siècles par les Romains. Da hat man begonnen, Mechanismen zu erfinden. Die ersten, die wir kennen, sind Schieber, die Tonlöcher, die außerhalb des Bereichs, des spielbaren Bereichs der Finger liegen. Das sind Zylinder, die sind nahtlos. Das muss perfekt rund sein, denn die müssen sich ohne Reibung gegeneinander verdrehen. Die Metallschichten sind nur einen Bruchteil eines Millimeters dick, vielleicht ein Drittel Millimeter. Also auch das ganz enorm, gerade dass das Metall irgendwie noch hält, ohne sich zu sehr zu verformen. Das ist etwas, was man auch mit modernen Maschinen gar nicht so einfach nachbauen kann. À Pompéi, les cendres du volcan ont permis de conserver peintures, inscriptions murales et artefacts découverts au fil des ans et souvent dans des états remarquables. Ils témoignent d'une existence quotidienne imprégnée de musique. Pourtant, comme en Égypte, aucune partition romaine n'est parvenue jusqu'à nous. Si on prend par exemple les pièces de théâtre écrites par Terence, un auteur latin, on a conservé les didascalies, c'est-à-dire en quelque sorte le livret, comme le livret d'opéra, et on a le nom du tibicène qui jouait lors de la pièce. Donc on sait qu'il y avait un tibicène qui intervenait au cours de la pièce à plusieurs moments, mais toute la musique est perdue. Ça s'explique surtout par la transmission orale de la culture de la musique. Les musicologues autrefois pensaient que c'était justement un manque de considération de la musique que de ne pas la noter. Et en fait, c'est une vision très classique de la musique que de croire que la musique n'existe qu'à travers la partition. Donc le travers, c'était de croire que les Romains ne faisaient que de la musique grecque. Et c'est vrai que la quintessence de la musique aux yeux des Romains, comme la quintessence de la culture, elle reste toujours hellénique. Mais pour autant, il y a tout un répertoire local. Il y a des usages qui sont typiquement romains. Par exemple, le mélange des timbres des instruments. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les Grecs. L'idée de mettre un orgue sur la scène avec des tibias, un tambourin. Donc on voit bien que finalement, les Romains n'ont pris aux Grecs que certains éléments. Et pour le reste, ils ont développé leur propre culture musicale. Une découverte exceptionnelle faite à Pompéi à la fin du XIXe siècle vient confirmer cette originalité. L'exhumation de plusieurs cornuas, un modèle de trompette typiquement romaine, qui était joué par un instrumentiste, lui aussi propre au monde romain, le corniken. C'est une trompette qui au départ est utilisée dans le monde militaire pour donner les signaux aux légions. On sait que c'est une trompette qui résonne lors des funérailles, lors des cortèges de funérailles. On dit que le son du bronze permet d'écarter les mauvais esprits. C'est la trompette qui annonce les réunions des assemblées locales. Instrument martial et solennel, le cornu était aussi un élément sonore important des jeux du cirque, le grand divertissement populaire du monde romain. Voilà le fameux podium de l'amphithéâtre qui était recouvert d'un enduit. Et heureusement, on a des relevés aquarellés de toutes les scènes qui décoraient le podium. C'est sur l'une de ces fresques qui était représenté un joueur de trompette et curieusement équipé en gladiateur. En tout cas, on a toutes les raisons de croire que le corniken jouait au début, lors de la pompa, de la procession qui permettait d'arriver, de défiler dans l'arène, sans doute pour annoncer le début des jeux, peut-être pour sonner la mise à mort, mais il ne faut pas oublier que les mises à mort sont rares, et sans doute pour annoncer la fin des jeux. L'amphithéâtre, sur le plan visuel, c'est un monument qui est très bien conçu, avec cette forme d'ellipse, mais sur le plan acoustique, ce n'est pas un édifice qui est adapté pour le son. D'où la nécessité d'utiliser des instruments martiaux, sonores, puissants. Et là-dessus, la trompette, le cornu, devait résonner. Comment ces trompettes de 4 mètres de long
résonnait-elle dans les amphithéâtres ou sur les champs de bataille. Déjà, au XIXe siècle, des chercheurs ont tenté de reconstituer le son de l'instrument. À Bruxelles, dans un ancien grand magasin Art Nouveau, qui abrite aujourd'hui le musée des instruments de musique, se trouve la plus ancienne copie de cornu. On la doit à un collectionneur et facteur d'instruments belge, Victor Charles Maillon, qui s'est inspiré des cornuas retrouvés à Pompéi. Victor Charles Maillon va construire les répliques, les facsimilés comme il les appelait, qui sont en fait des copies quand même légèrement réinterprétées. Mais il se base quand même très fortement sur les vestiges archéologiques même. Et ça, c'est quand même assez spécifique à sa démarche. Donc contrairement à d'autres qui se basaient uniquement sur de l'iconographie, lui va se rendre sur place, va avoir un accès de première main avec les objets archéologiques. Il y a une certaine part de réinterprétation en ce qui concerne la copie parce que les objets archéologiques en eux-mêmes sont incomplets ou sont en très mauvais état. Aujourd'hui, la technologie permet de déterminer avec plus de précision les caractéristiques sonores du cornu de Pompéi. Christophe Vendry retrouve l'ingénieur acousticien René Cossé à l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique, l'IRCAM, pour participer à cette expérience. Les chercheurs créent d'abord une modélisation virtuelle de l'instrument à partir du relevé précis de sa forme et de ses caractéristiques métallurgiques. L'objet virtuel ainsi créé peut se plier à tous les tests acoustiques. L'objectif est de déterminer la signature acoustique du cornu et son potentiel harmonique. La signature acoustique, ça nous renseigne sur plein de choses, sur les notes qui pourront être jouées, si elles sont justes, quel tempérament, enfin, quelle facilité de jeu. Et donc là, on envoie un signal dans l'instrument et on va le faire directement, voilà. Donc là, je lance la mesure. Et on voit apparaître ici les fréquences des pics de résonance, en fait. Et il les calcule, je crois que j'ai calculé jusqu'à 1500 ou 2000 Hz, je ne me souviens plus très bien. Et on le voit sur la courbe, donc il y a quand même pas mal de résonances bien déterminées. Donc ça représente les notes qu'il est possible de jouer sur le cornu. Grâce au logiciel de synthèse sonore Modalis, tous les résultats acoustiques obtenus sont traités informatiquement pour parvenir à une représentation la plus fidèle du son. À travers les machines de l'IRCAM, le cornu de Pompéi retrouve vie. De la poussière des fouilles jusqu'au laboratoire de recherche les plus avancés, l'archéologie musicale nous permet aujourd'hui de mieux comprendre la place de la musique et des musiciens dans les civilisations de l'Antiquité méditerranéenne. Et si la musique égyptienne ou la musique romaine nous semble à jamais disparue, le miracle des quelques partitions du monde grec parvenues jusqu'à nous nous offre une idée de ce qui bouleversait nos ancêtres. Ce petit fragment de papyrus, oublié dans une boîte à biscuits, au milieu d'une réserve du Louvre, est le plus récent de ces miracles. On a le titre, le genre, on a l'auteur et on a une version incroyable de Médée. Ce Karkinos-là, il avait les sons dans les oreilles, dans la tête et dans sa création poétique. Tekna, tekna, mes enfants, on a des partitions. On sait les lire, enfin, les transcrire. Bon, après, c'est du boulot d'aller les faire chanter et tout. Même si la plus grande partie de l'œuvre a disparu, au terme de ses recherches, Annie Bélis peut nous proposer de ramener, pour quelques instants,
La Médée de Carquinos à la vie, avec la complicité du basse, Frédéric Albou. Les femmes ne chantaient pas dans le théâtre grec. Les hauteurs de notes sont notées de manière absolue. Si on est capable de les lire, on ne peut pas avoir d'hésitation. Et Médée est une basse. C'est très impressionnant parce qu'elle est une basse, parce que c'est une femme qu'on craint. C'est une magicienne, elle appartient au monde des ténèbres, elle est sombre. Donc je me retrouve avec ce personnage-là. Et c'est extraordinaire parce que les Grecs projettent littéralement toute leur peur potentielle à propos des femmes sur cette femme qui devient un peu un symbole, et c'est ça que je dois défendre. Ce qui est probablement le plus difficile pour le public d'aujourd'hui, mais en même temps un facteur fascinant, c'est que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Tekna, tekna soi, tekosa et pomne mai. Scythiken hekaten semnos, okalesa. Sete con oden paides mel